Salut à tous, c'est Gladys, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve dans une nouvelle vidéo pour un bilan lecture du mois de mars. Dernièrement, je vous ai proposé des bilans lecture plus thématiques parce que j'en avais pas fait depuis un bon moment. Du coup, vous avez eu le droit à l'imaginaire, vous avez eu le droit à un bilan lecture 100% romance, mais aussi un bilan lecture 100% graphique. Pour autant, eh bien là, je voulais vous parler uniquement de mes lectures du mois de mars. Donc bon, il y a quand même quelques livres en commun entre le bilan lecture 100% graphique et aussi les derniers vlogs que j'ai proposés sur la chaîne. Je vous les remets juste ici si ça vous intéresse. J'ai adoré les filmer et franchement, j'espère sincèrement que ça vous plaît aussi. Je commence tout d'abord avec les graphiques parce que je sais que vous êtes un peu frileux à lire des graphiques et c'est ce qui vous plaît le moins, mais ce que j'ai lu en mars étaient clairement des pépites et j'ai envie de vous les recommander. Donc écoutez bien, ouvrez vos oreilles et ouvrez-vous aussi à d'autres genres si cela vous intéresse. En tout cas, j'ai lu tout d'abord en numérique Dans les yeux de Lia, qui est du coup une trilogie en BD. Je n'ai lu que les 2 premiers tomes et j'aimerais beaucoup lire le 3e un jour, mais il n'était pas disponible sur Nextory et je les avais lus sur cette plateforme. Bref, Dans les yeux de Lia, c'est trop chouette. C'est une histoire dans laquelle on va suivre Lia qui est handicapée physique suite à un accident de voiture qu'elle a subi. Et ce qui s'est passé, c'est que lors de cet accident, eh bien... ses parents ont clairement été achetés par la personne qui a fait cet accident. Il y a eu un accord qui s'est passé entre les avocats pour que ses parents retirent leur plainte et se taisent, sauf que Lia, elle veut comprendre ce qui s'est passé, elle veut savoir qui l'a renversée et à cause de qui en fait elle est en fauteuil roulant depuis. Et donc, comme c'est son projet, son objectif, elle a tout mis en place pour ça, quitte à aller faire des études de droit et demander un stage dans le cabinet d'avocat qui a traité son cas, son dossier. Et du coup en fait elle va se retrouver stagiaire dans ce cabinet là et elle va essayer d'enquêter dans ce cabinet là pour justement retrouver le fameux dossier de son cas. Mais c'est clairement pas aisé, d'autant plus que les archives sont au sous-sol et il faut prendre des escaliers pour cela et elle est en fauteuil roulant, donc autant dire qu'elle va devoir demander de l'aide à certaines personnes et du coup s'ouvrir à eux. C'est franchement super intéressant, j'ai adoré, c'est très prenant et les graphismes étaient magnifiques, vraiment des illustrations qui portent l'histoire. Et en plus de ça, je trouve qu'il y a pas mal de choses qui sont amenées autour du mensonge et de l'honnêteté. Bref, c'est super intéressant, ce sont des valeurs qui me sont très chères, enfin l'honnêteté surtout parce que bon voilà, le mensonge, vous l'aurez compris, mais vraiment j'adore, j'ai passé un super moment de lecture et j'aimerais beaucoup lire le 3e tome pour connaître la fin de cette histoire. J'ai également lu Le secret des Wilson, donc le 1er tome, publié aux éditions Cotoon et c'est de 1002. Franchement très intéressant, j'étais un petit peu sceptique par rapport aux illustrations qui peuvent être un petit peu caricaturales parfois et qui correspondent du coup un petit peu moins à ce que j'apprécie habituellement. Pour autant, j'ai trouvé que ça marchait très bien. Ça permet de bien saisir les émotions des personnages, ça permet de se plonger dedans. La palette de couleurs utilisée est magnifique et donne une ambiance un petit peu automnal, vieux manoir, enfin bref, ça fait très Dark Academia et j'adore. Et clairement on est sur ce genre d'histoire, puisqu'ici on va suivre Anna Wilson qui vient de perdre son grand-père et du coup suite au décès de celui-ci, elle se retrouve à emménager dans son manoir et à essayer d'enquêter, de retrouver en fait des indices, des traces, des choses, etc. pour comprendre qui était son grand-père, qui est sa famille et quels sont les secrets qu'il cache. Et franchement c'est génial. Et ce que j'adore ici en fait, c'est que le déroulé de l'histoire n'est pas forcément dans une chronologie linéaire, mais on a aussi des flashbacks dans le passé, etc. Et vraiment c'est trop bien d'avoir ça parce que ça permet d'avoir une histoire peu plus dense, d'avoir plus d'informations aussi. Vraiment j'adore et ça me confirme mon intérêt de plus en plus prononcé pour les webtoons parce que je trouve que c'est le bon compromis. C'est bien plus long qu'une BD, pour le coup on a 250 pages ici alors que dans les BD en général on est entre 60 et 90 pages. Alors ça dépend, il y a aussi des très longues BD, mais dans les webtoons c'est en moyenne 250 pages, donc ça c'est quand même trop chouette. Ça permet de se plonger dans l'histoire pendant un long moment et en plus de ça, ça reste en couleur et vraiment, pour moi ça change tout par rapport au manga. Bref, j'adore les webtoons, j'en suis trop fan et en plus si vous souhaitez découvrir cette histoire, sachez que le début est disponible gratuitement sur l'application Webtoon directement sur votre téléphone, donc pour le coup c'est super pratique. La mise en page est complètement différente de la version imprimée bien évidemment pour qu'elle soit adaptée à votre téléphone justement et que ce soit agréable de suivre l'histoire sans avoir à zoomer ou autre pour pouvoir lire les choses. Bref, j'adore et je vous recommande vivement de découvrir cette histoire si elle vous intéresse, si vous êtes un peu intéressé par les côtés mystérieux, etc. Et je pense que si vous avez
aimé le roman Inheritance Games par exemple, et bien cette BD, enfin ce webtoon pourrait vraiment beaucoup vous plaire parce que on a vraiment ce côté secret de famille, énigme, etc. qui refait surface, même si je trouve qu'ici on traite aussi de d'autres sujets et en particulier autour du racisme et de la condition des autres, enfin du sexisme aussi suivant les époques. Franchement c'est super intéressant et je n'ai qu'une hâte, c'est de lire la suite qui ne devrait pas trop tarder à paraître. Dans un genre un petit peu similaire, mine de rien, sur certains points en tout cas, j'ai lu Sif's Gambit de Kavian Levis, publié aux éditions Pocket Jeunesse, et ça a été une bonne lecture, mais pas non plus une lecture exceptionnelle. Pour le coup, j'ai passé un bon moment, heureusement que je l'ai écouté en livre audio, je pense ça m'a aidé à me plonger un petit peu plus dedans. Honnêtement, je trouve qu'il y a trop de choses autour de cette histoire qui ne me correspondaient pas, surtout en termes d'éthique et de déontologie, mais pour le reste, eh bien franchement, c'était sympa, c'est divertissant. Ici, on suit Rose Quest qui vit dans une famille réputée pour être des voleurs, mais des voleurs hors pair, voilà, des personnes, non pas qui vont voler une pomme sur un marché, mais vraiment des personnes qui vont plus aller voler des œuvres d'art ou ce genre de choses. Ils vont essayer de faire à chaque fois le casse du siècle, etc. Et donc un jour, eh bien la mère de Ross se fait enlever et on lui demande du coup une rançon, mais énorme. Et en fait, Ross, elle a énormément de culpabilité en elle parce que le jour où sa mère se fait enlever, c'est clairement le jour où elle lui disait « Moi j'en ai marre de ces histoires de vol dans la famille, je veux vivre une vie normale, une vie paisible et j'aimerais aller faire des études qui n'ont absolument rien à faire avec tout ça, juste une raison pour partir à l'étranger et quitter sa famille. » Et du coup, elle culpabilise énormément et elle va tout faire pour essayer de retrouver sa mère, sauf que la rançon est tellement énorme que clairement, c'est impossible pour elle. Mais concours de circonstances, elle reçoit un mail qui le propose de participer au trophée, donc un tournoi qui est organisé entre les plus grandes familles de voleurs en fait, dont le but est justement de voler des objets au cours de ce tournoi pour montrer ses talents, etc. en tant que voleur. Et en fait, si on réussit ce trophée, on a la possibilité d'avoir un vœu exaucé et du coup elle espérait pouvoir récupérer sa mère en réussissant le trophée. Et du coup elle va participer à ce fameux tournoi sur les recommandations de sa tante, etc. Et en fait finalement elle s'ensuit plein d'énigmes, etc. pour être la meilleure voleuse dans le tournoi. Et franchement, c'est pas mal du tout. Quand vous aimez ce genre d'intrigue sur du tournoi, etc. franchement c'est très intéressant. Mais je trouve que les relations avec les personnages secondaires sont un petit peu survolées et surtout, eh bien, j'aurais vraiment aimé avoir une morale autour du fait de voler. Je trouve ça vraiment particulier de proposer un tel livre qui porte sur des actes répréhensibles finalement et de ne pas remettre les choses en question. Et ça, j'avoue que ça a été le petit bémol, la douche froide à la fin de l'histoire, de me rendre compte que oui, et ça n'a servi à rien en fait. Mais bon, comme je vous le dis, j'ai quand même passé un bon moment, voilà, ça reste divertissant malgré tout, même si le fond et la morale n'est pas celle que j'attendais. En tout cas, si jamais vous souhaitez le découvrir, il est disponible sur différentes plateformes d'écoute en livre audio, si cela vous intéresse. Toujours en young adulte, mais cette fois-ci en science-fiction, j'ai lu le tome 3 de Phobos de Victor Dixon, Il est trop tard pour renoncer, qui est publié dans la collection R, mais également en format poche chez Pocket Jeunesse. C'est un livre que j'ai lu en lecture commune avec vous sur le Discord, mais un petit peu en décalé parce qu'en février, j'ai clairement pas du tout réussi à lire les lectures communes que j'avais prévues. Du coup, je l'ai quand même lu en mars pour échanger avec vous malgré le retard. En tout cas, j'ai passé un très bon moment de lecture. Je trouve que ces tomes s'enrichissent de plus en plus au fur et à mesure. Vraiment, alors ça va être compliqué de vous en parler parce que du coup, c'est un tome 3. Ici, on va suivre 6 filles, 6 garçons qui viennent de différents pays et qui sont amenés à partir en mission pour Mars dans le but de créer la nouvelle génération qui va naître directement là-bas. Et en fait, ce voyage, ce fameux voyage et cette expédition est entièrement médiatisé en série télé. C'est l'occasion pour les médias qui sont derrière tout ça de se faire un maximum de thunes alors qu'ils savent que la base dans laquelle ils vont aller sur Mars n'est pas viable. Et là c'est super intéressant puisqu'on va avoir deux points de vue globalement. L'histoire sur Mars avec les personnes qui sont du coup à bord du Cupido et ensuite directement sur Mars, mais aussi une histoire qui se passe sur Terre où on va suivre du coup les personnes qui sont derrière tout ça, les personnes qui tentent de se rebeller, mais aussi finalement toute la population qui est omnibulée par cette télé-réalité. Et franchement c'est génial. L'auteur met ici en lumière toutes les facettes de la nature humaine et c'est super intéressant. On a clairement un antagoniste, mais
oufissime, qui n'a pas arrêté de me surprendre, qui m'a encore plus surprise ici, malgré le fait que voilà, ce qu'elle fait ici n'est pas vraiment expliqué d'un point de vue scientifique et j'aurais aimé que ça le soit. Franchement, c'est juste fou, complètement dingue. J'essaie de vous en parler pour vous donner mon avis sans trop vous en dire, voilà, mais j'ai vraiment envie que vous puissiez le découvrir par vous-même, mais c'est vraiment formidable, j'adore cette histoire. Le seul bémol pour moi, c'est qu'ici, on parle de relations amoureuses, mais comme il y a quand même beaucoup de sauts dans le temps, etc., eh bien, j'ai beaucoup de mal à y croire en fait à ces relations et je suis pas prise dedans comme si c'était vraiment une romance à proprement parler. Le fait qu'en plus qu'il y ait clairement 6 couples qui se forment, ben ça fait un peu... on tire au dé et on va voir qui va finir avec qui sans pour autant croire en les sentiments qui peuvent vraiment se développer ou non entre des personnes et du coup, bon, j'ai un peu plus de mal de ce côté-là. Par contre, le côté politique, le côté complot, etc., c'est juste formidable et j'aime énormément. On est clairement sur un roman qui peut se qualifier aussi d'anticipation et pas seulement de science-fiction et malheureusement, ça fait un peu froid dans le dos quand on se dit que ça pourrait être un avenir possible de notre réalité. En parlant de lecture commune, eh bien j'ai également lu La chasseuse et l'alchimiste de Alison Saft, publié aux éditions Big Bang. Ça a été une superbe lecture, vraiment une lecture que j'ai adorée sur plusieurs aspects. Alors j'étais prévenue avant de lire ce livre que c'était avant tout une romance dans un univers de fantasy et non pas une chasse. Et même comme ça, j'ai envie de dire, je trouve que l'univers de fantasy n'est pas des plus développés et il y a beaucoup de zones d'ombre où clairement, même avec une lecture commune où on a essayé de relever les indices, etc., on n'a pas vraiment cerné à quelle époque ça pouvait se passer, sous quelle ambiance, etc. Mais bref, j'ai vraiment apprécié ici les messages qui étaient portés par cette histoire, l'intrigue aussi, la manière dont elle se développe et le côté très addictif qu'il y a dedans. Alors je sais pas si je l'ai ressenti aussi parce que je l'ai écouté en livre audio en à peine plus d'un jour, donc peut-être que ça joue aussi dans ce côté très addictif, le fait de dévorer l'histoire comme ça et clairement de l'engloutir d'un coup, mais je pense que ça a pu jouer aussi dans mon ressenti et dans ce côté vraiment très prenant qui me donnait vraiment envie d'enchaîner les chapitres et de ne jamais m'arrêter. Et j'ai aussi apprécié la place de l'alchimie ici, qui est quelque chose qui m'intéresse énormément en littérature parce que c'est le côté un peu médiéval et précurseur de la chimie, et si vous le savez pas, je suis aussi chimiste, donc clairement, j'ai trouvé ça super intéressant de découvrir ça. Franchement, même si bon ça tourne toujours un peu autour des mêmes choses concernant l'alchimie qui est toujours de transformer les métaux en or, de trouver la pierre philosophale, etc. C'est des choses qui reviennent sans cesse parce que c'est aussi le mythe de l'alchimie, mais vraiment, j'ai adoré. Ici, on va suivre Margaret, qui, elle, est une chasseuse et pas du tout une alchimiste, mais fille d'alchimiste. Sa mère est partie depuis un petit moment sans vraiment la prévenir, etc. En fait, sa mère est obnubilée clairement par ses recherches d'alchimie et ne se préoccupe pas du tout de Margaret. Et du coup, Margaret, elle vit sa petite vie paisible, etc. à son rythme comme elle peut. Une créature mythique et légendaire sous forme d'un renard blanc. Alors, on pourrait penser qu'il est tout mignon, vraiment, il a l'air. Mais le hala, c'est clairement une créature qui détruit tout sur son passage. Il tue des gens, il détruit des cultures, etc. Et plus il va être présent, et plus il va gagner en pouvoir. Et à chaque fois en fait qu'il revient comme ça, il y a un moment, je crois que c'est en rapport avec la lune ou je sais plus exactement, où il a gagné en fait suffisamment de pouvoir pour que ce soit le moment le plus glorieux en fait pour le tuer en tant que chasseur, et c'est à ce moment-là que la chasse a lieu. C'est-à-dire que c'est pas directement quand il arrive, hop on le tue, on va attendre qu'il gagne du pouvoir, etc. pour ensuite le tuer. C'est horrible, c'est clairement horrible de fonctionner ainsi, mais écoutez, ça donne du mérite aux chasseurs, voilà. Donc honnêtement, autant dire que j'étais un petit peu sceptique par rapport à ça parce que en tant que végétarienne, je ne cautionne pas du tout la chasse. Alors même si là c'était sur une créature légendaire, etc., c'était un petit peu particulier, voilà. Mais je savais à quoi m'attendre et je savais dans quoi je me lançais, donc honnêtement je savais qu'il y allait avoir ça. Et pour autant, j'ai été plutôt surprise de voir que dans ce roman, il y avait aussi des personnages qui se questionnaient par rapport à ça, qu'ils ne cautionnaient pas vraiment ces actions-là de par leur religion ou leur conviction. Et franchement c'était super intéressant d'avoir ça ici. D'ailleurs en parlant de religion, de conviction, etc. et même d'origine, eh bien il y a beaucoup de racisme en fait dans cette histoire, mine de rien, qui est clairement dénoncé, donc heureusement, mais c'est présent. C'est vraiment présent et je pense que c'est un des points forts de l'histoire puisque du coup elle parle de ces sujets difficiles à travers un univers de fantasy complètement imaginaire mais qui pour autant fait écho avec notre monde dans lequel on vit malheureusement. Et vraiment j'ai adoré pour ces points-là, même si voilà tout ce que je vous dis c'est clairement l'arrière-plan de l'histoire parce que le centre de l'histoire c'est la romance entre Margaret et Wes. Donc Margaret, la fille là dont je vous ai parlé juste avant, et Wes,
un alchimiste, un apprenti alchimiste qui vient toquer à sa porte pour apprendre l'alchimie auprès de sa mère, mais comme elle est pas là, il reste squatté le temps qu'elle revienne. Et du coup, en fait, ils vont faire un duo ensemble pour cette fameuse chasse, et c'est ainsi qu'ils vont progressivement se rapprocher en se préparant à la chasse, etc. Et vraiment, le centre de l'histoire, c'est surtout la romance entre deux. Donc si jamais vous recherchez une romance principalement avec une touche d'univers de fantasy et quelques messages forts, je pense que ça pourrait vous plaire, mais si vous recherchez avant tout une aventure, une chasse, quelque chose qui va être très palpitant, passez votre chemin, ce sera pas fait pour vous. En tout cas, moi personnellement, je savais à quoi m'attendre et j'ai passé un très bon moment de lecture, et globalement, les avis sur le Discord, sur la lecture commune étaient plutôt mitigés, justement entre les personnes qui ont apprécié le fait que ce soit une romance et d'autres qui s'attendaient à autre chose dans cette histoire. Ensuite, il faut que je vous parle d'un énorme coup de cœur. Le serpent et le descendant de la nuit, donc le premier tome des Couronnes de Nyaxia, de Carissa Broadbent, publié aux éditions Bookmark dans la collection Lost Kingdom. Vraiment, une merveille. Déjà, il est magnifique, mais ça, c'est juste l'objet livre, ça ne compte pas, hein. Vous avez la même histoire en e-book, mais vraiment, c'était tellement chouette. J'ai trop aimé toute cette histoire, je l'ai savourée. Vraiment, j'ai pris du temps pour le lire. Je l'ai clairement lu sur tout le mois de mars, je l'ai même fini début avril, honnêtement, pour être tout à fait franche avec vous. Et je crois même que je l'avais peut-être commencé fin février. Mais vraiment une belle pépite, une grosse claque aussi, j'ai adoré cette histoire. On est ici sur une romantasy pour un public adulte, ce que je vous ai présenté avant c'était young adult, mais là c'est pour un public adulte, hein. C'est une histoire qui est un petit peu sombre, plutôt sanglante aussi parfois, mais qui en même temps va être très captivante, palpitante, pleine d'action et de rebondissements, mais en même temps avec ce côté fourbe et de complot, etc. Enfin bref, tout ce que j'aime, et une romance. Maman, elle est géniale cette romance, j'ai adoré. Bon, je ne sais pas par où commencer mon avis, donc je vais faire dans l'ordre normal, on commence par le résumé. Ici on va suivre l'histoire de Oraya, qui est une jeune femme qui a été adoptée dès son enfance par le maître des vampires, donc des descendants de la nuit, parce qu'ici il y a différents clans de vampires, et en fait elle est adoptée par cette personne-là. En tant qu'humaine, elle vit parmi des vampires depuis toujours, mais elle les déteste au plus haut point, et clairement, son passe-temps quand il a les yeux tournés, eh bien c'est clairement de tuer les vampires, voilà. Ça lui permet aussi de prendre confiance en elle, de se défendre, de savoir qu'elle ne risque rien dans ce monde plein de vampires justement en tant qu'humaine, mais elle en peut plus d'être une proie jusqu'au jour où il y a le Kejari. Le Kejari, c'est un tournoi qui est organisé par la déesse de la mort en personne, et à la fin de ce tournoi, à l'issue de ce tournoi, on peut avoir le vainqueur, parce que clairement c'est celui qui reste vivant, peut avoir la possibilité de demander un vœu qui lui sera exaucé, le vœu qui lui sera le plus cher au monde. Et donc on va suivre Oraya dans sa participation à ce tournoi, dans le but justement de gagner sa liberté, enfin de ne plus être considérée comme une proie, mais d'avoir vraiment un ascendant sur ces vampires. Et clairement c'est super intéressant parce que le tournoi n'a pas lieu de la manière dont on peut avoir habituellement des tournois. Généralement quand on dit tournoi, on dit aussi huis clos, et là c'est pas du tout le cas. C'est-à-dire qu'en fait, ils ont une obligation de résider dans un lieu particulier, d'y être à certains moments de la journée, de participer aux épreuves lorsqu'elles ont lieu, mais entre-temps, ils peuvent faire ce qu'ils veulent et aller dans la ville, etc. Enfin bref, bouger tel qu'ils le souhaitent, ils sont quand même plutôt libres. Et ça, c'est super intéressant parce que ça enlève le côté huis clos, tout en gardant la dynamique du tournoi qui est super palpitante, qui apporte beaucoup de tension, de danger, etc. Et franchement, j'ai adoré. Ici, Oraya va devoir faire alliance avec d'autres personnes, en particulier le pire ennemi de son clan. Et en plus de ça, il s'avère que Rain, ce fameux pire ennemi, est très séduisant. Et tous deux vont se rapprocher progressivement, donc on va avoir une romance plus catégorisée, je dirais enemies to lovers, mais vraiment plutôt slow burn plus que enemies to lovers, parce qu'ils sont pas vraiment... Enfin, ennemis oui, mais je trouve que ça va encore, et clairement c'est un gros slow burn, et c'est tellement beau, j'aime trop cette relation qui se développe entre eux, et en même temps c'est une histoire qui est pleine de tromperies, de manigances, de complots politiques, etc. Bref, la fourberie des vampires à son apogée, clairement. Et pourtant, je suis sûre que l'autrice nous réserve de bien belles surprises dans la suite, parce que déjà, ici, il y a eu des retournements de situation que je n'ai pas vu venir. En tout cas, j'ai vraiment eu un gros coup de cœur pour ce livre. Je vous le recommande vivement si cela vous intéresse. Si vous recherchez des vampires un petit peu sombres, une histoire qui saura vous emporter du début à la fin et surtout une romantasy, honnêtement, comme le dit si bien les éditions Bookmark à l'arrière de ce livre, c'est un mix entre Hunger Games et Le sang et la cendre.
Et c'est clairement ça. Donc si jamais ce sont des histoires que vous avez aimées et que vous voulez un mix entre les deux, je pense que ça pourrait grandement vous plaire. On passe maintenant à de la romance contemporaine, j'en ai vraiment pas lu beaucoup en mars. J'ai tout d'abord lu Bien plus forte que toi de Emma Green, publié aux éditions Addictive en format poche. Il est trop mignon, il me faisait envie depuis tellement longtemps. À chaque fois que je le voyais en broché en librairie, je me disais j'ai trop envie de craquer, mais j'ai tellement de livres à lire, est-ce que ça vaut le coup, etc. Bon bah quand j'ai pu le sélectionner dans le formulaire de service de presse des éditions Addictive, j'ai pas réfléchi 2 minutes et je me suis dit tout de suite je fonce. Et clairement je regrette pas, j'ai adoré cette histoire qui au départ je pensais allait beaucoup parler de mannequinat et de mannequinat plus size et du coup bah de grossophobie etc. Ce sont des sujets qui sont présents ici mais ce n'est pas le centre de l'histoire. Pour autant ce sont des sujets qui sont présents mais ce n'est pas le centre de l'histoire puisqu'ici on va suivre Willa qui en tant que mannequin se retrouve mine de rien à participer dans une série télé. Donc en fait elle devient actrice pour le coup et non plus mannequin. Elle va du coup être confrontée en fait aux mêmes problématiques que dans le mannequinat, le côté plus size, etc. Mais c'est pas non plus ce qui est le plus présent. Ici, on va surtout parler de l'abus sexuel aussi parfois, des personnes qui vont travailler sur ces plateaux de réalisation et qui vont profiter de la faiblesse de d'autres, en particulier des stagiaires, pour profiter d'eux exactement. Bref, des sujets très forts, plutôt sensibles aussi, mais très intéressants, d'autant plus que Willa se retrouve assignée à un avocat avec lequel elle a eu un coup d'un soir sans savoir, qui devient son avocat attitré pour s'assurer qu'elle rentre bien dans les clous, etc. sur ce plateau parce que Willa n'a pas sa langue dans sa poche, et elle pourrait clairement créer un débordement à tout moment en essayant de se rebeller et de faire savoir que voilà, il y a des choses qui ne sont pas normales sur ces plateaux-là. Et c'est alors que Rio rentre en jeu puisque lui, il va être là en fait pour protéger Willa, pour protéger la parole de Willa tout en étant sûr qu'elle respecte les règles de son contrat, etc. Mais en plus de ça, eh bien, ils vont aussi à un moment donné devoir prendre position sur ce dont ils sont témoins au cours de ce tournage. En tout cas, j'ai adoré. C'est une romance qui est très touchante aussi, qui prend beaucoup de temps à se développer et au départ j'avoue que j'étais pas du tout fan de Rio. Il peut avoir un côté très hautain etc. Et pour autant au fur et à mesure de l'histoire on apprend aussi à le découvrir et à comprendre en fait son comportement, d'où il vient etc. Quel est son passé aussi et franchement super intéressant. J'ai passé un excellent moment de lecture et je vous recommande vivement. De toute façon c'est un livre d'Emma Green donc j'ai envie de dire vous pouvez y aller les yeux fermés. J'adore les romances de ces autrices. Si jamais vous ne le savez pas il s'agit d'une trilogie. Ici c'est le tome 2 sur 3 dans cette trilogie. Le premier c'est PS Oublie-moi et le troisième c'est La vie en vrai. J'en ai lu aucun des deux autres et pour autant ça ne m'a pas empêché de lire celui-ci qui était celui dont l'intrigue m'intéressait le plus. Donc ça se lit quand même très bien séparément aussi. Même si voilà on a quand même des petits clins d'œil au fur et à mesure de l'histoire par rapport aux proches de Willa et on se doute bien que leur histoire à eux est approfondie ailleurs. Mais bref j'ai passé un super moment de lecture, c'était trop chouette, très rafraîchissant aussi et en même temps avec des messages forts et profonds très importants je pense. Et je pense que ça peut aussi contribuer à mettre à l'aise certaines personnes qui ne sont pas forcément à l'aise dans leur corps justement, qui ne se sentent pas très bien telles qu'elles sont, puisqu'il y a vraiment de beaux messages autour du body positive qui sont très bien amenés au fur et à mesure de l'histoire et qui, je pense, peuvent vraiment aider à certaines personnes à se sentir bien telles qu'elles sont. Et le dernier livre que j'ai lu a été une excellente lecture, je vous ai fait tout un vlog autour de celui-ci, vraiment n'hésitez pas à aller le voir si cela vous intéresse parce que franchement j'ai adoré filmer et monter ce vlog. Ici c'est The American Roommate Experiment de Elena Armas, donc publié aux éditions J'ai lu. Du coup c'est la suite de The Spanish Love Deception mais c'est un spin-off, donc exactement comme Bien plus forte que toi, vous pouvez le lire séparément de The Spanish Love Deception avec des petits clins d'œil et tout sur les personnages d'avant, mais vraiment si cette histoire vous intéresse plus que l'autre, c'est totalement possible de les lire séparément, même si honnêtement je vous recommande vivement de lire les deux, c'est quand même bien plus sympa. Ici on va suivre Rosie qui enchaîne les problèmes. Elle a décidé de quitter son travail pour se mettre à son compte en tant qu'autrice. Elle a publié un roman à succès et souhaite à tout prix en publier un deuxième qui je crois d'ailleurs a déjà été signé par l'éditeur mais voilà elle n'a rien écrit pour l'instant. Donc elle est clairement face à une angoisse de la page blanche et ne sait pas quoi écrire. En plus de ça, le plafond de son appartement new-yorkais s'effondre sur elle. Du coup, elle se retrouve à se réfugier dans l'appartement de sa meilleure amie qui est en pleine lune de miel. Et donc en fait, c'est la meilleure amie en question que l'on a dans le premier tome. Rosie fait face à tout ça, mais elle n'est absolument pas soutenue par d'autres personnes parce qu'elle n'a avoué à personne qu'elle n'avait rien écrit dans son bouquin. Et en plus de ça, eh bien, elle qui est très proche de son père, qui l'a vraiment soutenue dans ses études d'ingénieur, etc., n'a pas su lui avouer non plus qu'elle avait quitté son emploi. Autant dire qu'il y a pas mal de choses qui pèsent sur ses épaules et elle compte bien profiter de ce petit moment de parenthèse dans l'appartement de sa meilleure amie pour remettre sa vie à zéro et faire en sorte de repartir de bon pied. Sauf que c'est là qu'intervient Lucas.
Lucas, c'est le cousin de Catalina, donc la meilleure amie de Rosie, qui a prévu des vacances à New York, justement, lui aussi pour repartir de bon pied dans sa vie, et qui du coup compte loger dans l'appartement de Catalina. Vous sentez venir le problème? Ils se retrouvent alors tous les deux à souhaiter loger dans un petit studio et à devoir cohabiter dans une pièce aussi petite que ça. Pour autant, eh bien vu que leurs situations sont désespérées, ils vont finir par trouver un terrain d'entente à ce côté-là et progressivement commencer à se rapprocher l'un et l'autre, non pas parce qu'ils sont attirés l'un par l'autre, enfin si c'est un peu dedans, mais surtout dans le but d'aider Rosie qui veut écrire une romance mais qui n'a pas vécu d'histoire d'amour depuis un moment, et du coup en fait ils vont faire des rendez-vous dits expérimentaux, donc un peu de fake dating, mais plus dans le sens pour lui donner un peu des pistes et savoir qu'est-ce qu'elle pourrait en fait décrire dans sa romance, et tout cela va faire qu'ils vont créer progressivement des sentiments l'un et l'autre et se rapprocher. Ce qui est génial, c'est que bon, bien qu'ils ne se connaissaient pas au départ, bon, ils avaient un petit peu connaissance de qui était l'autre quand même sans s'être déjà rencontrés, mais surtout ils vont d'abord devenir amis, puis plus encore, c'est vraiment une relation slow burn qui prend vraiment son temps tout au long de l'histoire pour se développer, et ça j'ai adoré. Et en plus de ça, vu que la romance prend du temps, mais l'autrice va traiter de nombreux sujets ici, surtout autour de la réorientation professionnelle, de l'acceptation de ses choix professionnels, etc. Et franchement, c'est génial de ce côté-là. Bref, j'ai adoré. Mais je vous en parle plus en détail encore dans le vlog lecture si cela vous intéresse, et clairement je vous recommande vivement de découvrir ce livre si vous le souhaitez. Voilà donc pour mes lectures du mois de mars, c'était franchement de très chouettes lectures, avec en plus un nouveau coup de cœur, donc ça on ne dit jamais non. Franchement je suis trop contente d'avoir pu lire ces livres, même si c'est peut-être un petit peu moins que certains mois je pense. Honnêtement j'ai passé de très bons moments de lecture et c'est tout ce qui compte. Sur ce, eh bien si vous avez aimé cette vidéo, si vous avez lu ou envie de lire certains de ces livres, n'hésitez pas à le dire en commentaire. En attendant la prochaine vidéo, je vous souhaite d'excellentes lectures, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao! Ah oui.